Alors, j'aimerais qu'on adresse aujourd'hui un sujet qui va tous nous concerner, qui est celui de la liberté. Alors, comme à l'accoutumée, on va passer sur la partie définition. Donc, la liberté, donc selon le dictionnaire Le Robert, c'est une situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un, donc opposée à l'esclavage, à la servitude, ou qui n'est pas enfermée. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce rapport de subordination, ce rapport d'enfermement. Et en termes de citation, c'est qu'on a trouvé intéressante. Donc, c'est la citation de Von Goethe qui disait sur la liberté, nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. Et c'est vrai que cette notion de liberté, alors c'est quelque chose qui est très prenant dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui d'un point de vue Occident. C'est vrai, alors pour les francophones, je pense que vous le savez, même en France, ça fait partie des devises, c'est pas le seul pays où on parle de liberté, égalité, fraternité. Et c'est vrai que cette recherche de la liberté, c'est vraiment qu'est-ce qui a caractérisé euh, bah, les pensées, les trajectoires des philosophes, des États, des institutions, et plus ou moins de l'humain de manière générale. Je sais que cette recherche et cette quête de liberté, c'est même quelque chose qui est plus ou moins inscrit dans les différentes constitutions qui vont ramener à les différentes démocraties. Mais c'est vrai que cette notion de liberté a même obsédé l'homme jusqu'à faire des guerres contre lui-même, contre les autres, pour atteindre cette sorte d'idéal qui est la liberté. Dans votre livre, donc La genèse de l'homme nouveau, vous mentionnez cette illusion de la liberté de l'être humain dans la partie où celui-ci va se croire principalement libre, c'est-à-dire maître de ses actions, maître de ses programmes, tout en étant en fin de compte enfermé de ce que vous avez appelé dans les dernières vidéos ce qu'on appelle l'hermétisme psychologique. Et c'est vrai que cette notion, cette quête de liberté, c'est un peu ce qu'on retrouve à peu près partout dans toutes les productions humaines, encore une fois philosophiques, scénaristiques, même dans le cinéma aujourd'hui. Et les contours et les définitions de ces libertés elles restent quand même assez floues aujourd'hui. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quelle est pour vous la définition de la liberté d'un point de vue supramental ou multidimensionnel? Euh, la liberté, c'est être individualisé. Autrement dit, c'est être libre des autres. Ça ressemble un peu à la Révolution française, sans être libre du roi, être libre d'être englobé par un gouvernement ou une royauté, etc., ou appartenir à. Mais les gens ne savent pas, mais occultement, ils appartiennent aux autres. Ils appartiennent à ce que j'appelle le collectif. Il faudrait définir ce que c'est dans le sens la nature de ce qui englobe l'individu et qui lui enlève sa liberté. C'est l'individu lui-même qui se prête à ne pas être libre. Dans le sens qu'il a peur de ne plus être avec ce collectif. Autrement dit, il est dépendant psychologiquement du collectif. Parce qu'il n'a pas, justement, cette individualité. Pourtant, il en souffre. Il souffre d'être, lorsqu'il pose des gestes plus individuels, différents du collectif ou de la norme collective, il en souffre. Parce qu'il y a un feedback, soit psychique lui-même dans son mental, dans le sens que il va se sentir coupable, etc. Ou il va croire qu'il peut se faire rejeter par le collectif à cause de ses gestes ou sa façon de penser, etc. Elle est là l'absence de liberté. L'être humain n'est pas libre parce qu'il se fait englober continuellement par ces notions collectives. Le lien qu'il a avec les autres. Premièrement, étant jeune, il y a un lien avec sa famille, normal. Et pour survivre, il doit créer ce lien-là ou se créer ce lien émotif de peur de ne pas survivre, si vous voulez, malgré lui. C'est pas lui qui décide ça, tout le monde vit ça. Mais le problème, c'est que ça persiste. Toutes ces relations ou toutes ces tentatives de relationner sont liées à cette insécurité de base.
sa peur de l'abandon, sa peur du rejet. C'est ça le problème. C'est ça qui le lie aux autres. Autrement dit, c'est la peur qui le lie aux autres. Et tant qu'il ne voit pas clair dans ce mystère-là, parce que pour lui, il n'est pas en mesure de voir à ce niveau-là, autrement dit, d'observer ce qui se passe au niveau de sa programmation, etc. Parce que sa programmation, elle est fabriquée de cette part-là. Voyez-vous? Ses réactions depuis qu'il est jeune, etc. Alors, il réagit en conséquence, continuellement. Et c'est ça qui lui enlève sa liberté, finalement. Voyez-vous? Et il ne peut pas créer ou maintenir une certaine individualité, une certaine solitude par rapport aux autres. Il ne s'agit pas de se séparer physiquement des autres, mais il s'agit de voir clair dans l'englobement par la peur du rejet des autres. Tant qu'une personne est assujettie à la peur du rejet des autres, elle n'est pas libre. Ses actions, ses réactions sont assujetties à cette peur-là ou aux autres, au concept des autres, etc. Au jugement des autres, etc. On a déjà parlé du collectif, mais je veux en parler d'une façon plus profondément. Par rapport à ce que vous venez d'évoquer, est-ce que c'est correct de dire que la liberté est directement connectée à cette capacité à être individuel, à supporter sa solitude? Absolument. Absolument. Et l'individu a de la difficulté à supporter cette solitude-là ou l'appréhension de cette solitude-là parce que, justement, il est lié émotivement aux autres à travers la peur. Alors, il y a ce besoin-là de sécuriser avec les autres tout le temps. Voyez-vous? Et de ce fait, il ne peut pas s'individualiser. Et fondamentalement, il pose des gestes plus ou moins individualisés, mais il en souffre constamment. Voyez-vous? Alors, aussitôt qu'il bifurque un peu du collectif, que ce soit la famille ou le collectif plus large, il en souffre parce qu'il a peur, c'est tout dans sa tête, là, il a peur de la réaction des autres. Voyez-vous? Donc, c'est ça qui le limite dans son individualité, autrement dit, dans ses besoins individuels. Voyez-vous? L'être humain a des besoins, l'individu a des besoins particuliers, individuels, qui vont à l'encontre des normes collectives, par exemple, ou des concepts collectifs. Voyez-vous? On doit se comporter d'une certaine façon vis-à-vis les autres, vis-à-vis du collectif, etc. Voyez-vous? On ne parle pas de social, là. Voyez-vous? Dans le sens d'étiquette sociale. Voyez-vous? On parle de choses plus subtiles que ça. Des concepts particuliers, par exemple. Vis-à-vis la famille, vis-à-vis la société, etc. En général. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé, quand on parlait même de la construction psychologique de l'individu, de l'importance, c'était le sujet de la dernière vidéo qu'on a parlé de la famille, du collectif, et que ça allait être à la fin une sorte de poids, de carcan, de guerre. On voit, et quand on a analysé les tenants et les aboutissants, on a dit, voilà, l'être humain, quand il naît, il a besoin d'un entourage immédiat, c'est ça qui fait que sa survie va être garantie. La question, c'est que, est-ce que l'être humain a été conçu fondamentalement pour être libre, ou cette liberté va s'acquérir en évoluant? Est-ce que l'être humain psychologique, de base, il avait toutes les cartes en main pour atteindre cette liberté, ou bien de par la programmation, de par les tenants aboutissants du collectif, c'est une sorte de défi, on va dire évolutionnaire, d'atteindre cette liberté-là? Oui, bien, il doit conquérir sa liberté. Pour ça, il faut qu'il développe une intelligence particulière, voyez-vous, de ce qui l'empêche d'être libre. Parce qu'il en souffre. Il sait quelque part qu'il n'est pas libre. Voyez-vous?
qu'il réagit ou il a peur d'agir d'une certaine façon ou de penser d'une certaine façon en fonction du jugement des autres. Bravo. Il sait ça. Il en souffre. Mais il ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne sait pas pourquoi. Bravo. C'est très occulte dans le sens que il y a des règles inconscientes de la part de certaines familles ou de certaines sociétés, dépendant de la culture, etc. Voyez-vous? Alors, l'individu est assujetti à ça. S'il y a un lien de part, s'il y a un lien émotif avec la société ou sa famille, etc., bien là, il a peur d'être isolé par. Voyez-vous? Et ça part le fait se joindre au concept de la société ou de la famille. Mais ça l'empêche d'évoluer. Et ça empêche la société d'évoluer aussi. Voyez-vous? Alors, il y a deux forces. Il y a la force de l'individu ou le besoin de l'individu et il y a la force collective dépendant de la conscience dans ce collectif. Voyez-vous? Dans le collectif actuel, c'est la conscience involutive. Voyez-vous? Contre une conscience différente, plus libre, si vous voulez. Dans le sens que même si l'individu n'en a pas conscience, il est porté à. Voyez-vous? Il y a des besoins fondamentaux. Il y a des programmes fondamentaux, d'ailleurs. Alors, ça le pousse à aller à l'encontre des dogmes ou des concepts collectifs. Voyez-vous? Que ce soit la famille ou la société en général. Il est là le dilemme. Et s'il cède au collectif, à ce moment-là, il ne peut pas goûter à sa liberté. Pour goûter à sa liberté ou vivre sa liberté, il doit savoir comment ça fonctionne. Il doit savoir ce qui l'opprime. Voyez-vous? Psychiquement, on parle. Ce n'est pas forcé physiquement, là, nécessairement, comme dans certaines sociétés. Mais c'est psychique. Oui. Alors, oui. Non, allez-y. Allez-y. Oui, parce que justement, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, à contrario de ma question précédente, l'homme, justement, donc, il sent, donc il y a une sorte de souffrance en lui-même qui lui dit, voilà, je ne suis pas libre. Donc, dans la continuité de ma dernière question, l'homme, au fond de lui, il tend naturellement vers la liberté. Ou c'est plus complexe que ça? Oui, ouais, mais bon, il souffre parce qu'il s'identifie à la peur. Voyez-vous? Il ne sait pas que sa liberté est en jeu. Il sait plus ou moins. Voyez-vous? Il a peur du jugement des autres, c'est ça qui prime. Et c'est ça qui lui enlève sa liberté. Ça lui est occulté, autrement dit. Mais il souffre du fait qu'il a certaines tendances où fondamentalement, il est programmé autrement dit. Au niveau systémique, il y a des besoins autres que la norme collective peut lui dicter ou lui imposer. Voyez-vous ce que je veux dire? L'opinion collective, le jugement collectif. Si on regarde ce jugement collectif ou l'opinion collective, elle provient d'où? Elle provient d'une conscience involutive. Elle provient d'une conscience psychologique limitée. Voyez-vous, là? Alors, tant que l'individu adhère à cette part-là, il adhère à ces concepts-là. Autrement dit, il adhère au concept qui le maintient dans sa conscience involutive.
quand même qu'il connaîtrait certains aspects mécaniques, etc., d'une conscience supérieure, ça ne veut rien dire. Tant qu'il ne se libère pas de ça. Voyez-vous? Tant qu'il ne voit pas à travers ça, il n'est pas libre. Il ne peut pas être libre. Toutes ses décisions vont en fonction de sa peur. Sa peur d'être jugé, sa peur d'être rejeté, sa peur d'être abandonné par les autres. De là, à cause de ça, justement, il ne peut pas prendre la responsabilité de lui-même, de sa solitude ou de son individualité, si vous voulez. Voyez-vous? Alors, il est maintenu dans l'ignorance à travers sa peur. Alors, il doit voir à travers ça, éventuellement. Il doit développer une intelligence de cette réalité-là pour s'en libérer. Sinon, il est constamment assujetti à cette conscience inférieure. C'est comme ça que l'individu est maintenu inconscient. Surtout. C'est pas seulement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas seulement la connaissance qui va faire une différence. Quand même, une personne a toute la connaissance du monde, tant qu'il est assujetti au collectif, aux autres, à travers la peur du jugement, la peur du rejet, il n'est pas libre. Il peut se croire libre, dans le sens que, comme vous me disiez au début, mais il n'est pas libre. Parce que toutes ses actions, ses réactions sont en fonction de son lien de part avec les autres. Toute sa programmation, elle est tricotée, fabriquée de cette part-là, du jugement, etc., des autres. Tout un job, là. Voyez-vous? Et puis, il y a aussi le sujet de la définition qui lui est donnée de la liberté. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la liberté qu'on lui propose, qui va adhérer, c'est-à-dire la liberté de consommer, la liberté de voyager. Parce que c'est ça aussi que, quand vous disiez justement voilà, que l'humain va souffrir de ce que le collectif lui propose, mais il y a quelque chose en lui qui lui dit bah, j'ai besoin d'autre chose. Mais il y a aussi ça, il y a aussi le collectif qui va définir les contours et la définition de la liberté, comme des frontières. Mais c'est des frontières psychologiques, quelque part. C'est ça, ouais. Puis pour lui, ben, pour combler quelque part le besoin de liberté occulté qu'il vit, OK, parce que c'est plus ou moins clair, pourquoi? Il va partir en voyage, etc. Mais il ne sera jamais satisfait de ça. Voyez-vous? Il va poser des gestes, par exemple, plus libertaires, etc. Pas dire libertin, mais ça ne change rien. Voyez-vous? Ça ne change rien de sa mentalité, de sa conscience, tant qu'il est lié aux autres. Voyez-vous, là? C'est pas seulement l'action, là. Il peut faire des voyages, ça fait du bien, ça crée de l'espace. Oui, mais vous revenez au train-train quotidien après. Voyez-vous? Comme ils disent, what goes on in Las Vegas stays in Las Vegas. T'sais? Quand vous allez en voyage, ça reste, ce qui se passe à Cuba reste à Cuba. Voyez-vous ce que je veux dire? Que les gens se lâchent lousse quand ils font des voyages. C'est ça. Et c'est là où on comprend vraiment, effectivement. Donc là, il y avait l'exemple de Las Vegas, mais c'est là qu'on comprend aussi toute cette espèce de frénésie en termes de consommation, toujours plus gros, toujours plus intense. On peut aussi comprendre la consommation de drogue, d'alcool. C'est ça. C'est une recherche d'activité, mais de façon psychologique. Mais c'est comme si cette société, enfin, s'était bâtie en ayant plus ou moins, encore une fois, conscience que c'est pas ce que cherche l'homme et que parfois il va y avoir une sorte de soupape. Ah ben on va lui permettre de partir en vacances, on va lui donner quelques drogues ou il va y avoir son séjour à Las Vegas. Parce qu'on sait qu'au fond, il y a la poursuite de quelque chose qui est complètement autre, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Que lui va décider, il croit que voyager, là, je me sens libre. J'ai beaucoup d'argent, là, je me sens plus libre. Voyez-vous? Mais dans le fond, il ne se sentirait pas plus libre. Même s'il y aurait des milliards, il ne se sentirait pas plus libre. Parce qu'il est mentalement, psychiquement, il est dépendant des autres. Il est dépendant du jugement des autres. Du jugement de ce collectif-là. Le collectif, c'est les autres.
ce soit la famille. Voyez-vous? Alors, il demeure dépendant de ça tant qu'il ne voit pas clair dans ça, tant qu'il ne voit pas que sa liberté, c'est d'être libre justement de la part. Autrement dit, pour être libre de la part, il s'agit d'intégrer son individualité. Voyez-vous? Pour intégrer son individualité, il faut voir à travers cette mécanique-là, qui est très occulte, d'ailleurs, qui n'est pas évidente. Voyez-vous? Parce que la personne, ça la met en vibration. Aussitôt qu'elle peut être jugée par les autres ou rejetée par les autres, ça la met en vibration. Elle réagit à ça de façon psychologique et elle se maintient collée avec le collectif. Dans sa peur, finalement. Parce qu'elle obéit à sa peur. Il s'agit pour elle de voir éventuellement à travers la peur, c'est d'où ça vient, qu'est-ce que c'est ça, pour défier ça, aller au-delà être en mesure d'absorber la mise en vibration de la peur, ce qu'elle appelle la peur. À ce moment-là, elle va réaliser qu'il n'y a plus de peur. Il y a seulement la mise en vibration ou la tension énergétique. C'est là qu'il y a transmutation. Et alors, c'est là qu'il y a début d'intégration, d'ailleurs. Ça ne se fait pas d'un coup, là. Ça se fait tranquillement au fur et à mesure que la personne constate ça et absorbe cette réalité-là. La réalité de quoi? De cette part-là. Voyez-vous, là? Et là, elle intègre tranquillement et éventuellement, elle s'en libère. Parce que la part ou la mise en vibration n'a plus d'impact sur elle. C'est comme ça qu'on devient libre. C'est un phénomène purement énergétique à la fin, finalement. Sans ça, on reste assujetti continuellement. Pour toutes sortes de bonnes raisons. Vous allez en avoir des raisons. Hein? Et, mais on revient avec ce que vous aviez évoqué précédemment dans cette notion de conquête. C'est que là vous disiez, voilà, il faut défier cette peur-là, il faut conquérir cette espèce de liberté. Et puis, quand on fait une réflexion au niveau de cette conquête, bah, ça nous fait penser aussi au siècle dernier, voire les plus anciens, où il y avait cette notion de guerre parfois qui a été justifiée pour justement notre liberté, etc. Et c'est vrai que c'est un peu... Enfin, la violence ou cet esprit un peu de conquête, de défiance, c'est quelque chose qui est complètement atténué aujourd'hui parce qu'on se dit, bah, regardez, si jamais il faut conquérir la liberté, ça peut faire écho aux définitions ou en tout cas aux traductions psychologiques de cette conquête de liberté. On pense aux grandes nations. Oui, mais c'est une guerre. Lorsqu'on en prend conscience de ça, on part en guerre contre ça. Même une haine contre ça. Contre le fait d'être encore assujetti à ça, à cette part-là. Voyez-vous, là? La contrepartie, c'est ça, c'est la guerre. On ne peut plus accepter ça parce qu'on voit trop clair dans ce qui définit ce qu'il y a derrière cette part-là, cette mécanique-là. Voyez-vous? Alors, pendant un certain temps, il faut partir en guerre pour ne pas se faire imposer ça. Partir en guerre dans le sens il y a une volonté à ne plus être assujetti à ça. Parce qu'on a conscience, parce qu'on est dans l'intelligence de ce qui se passe. Ou suffisamment dans l'intelligence de ce qui se passe. Voyez-vous, là? C'est toujours l'intelligence qui donne la volonté, pas le contraire. Quand même, vous avez toute la volonté du monde à vouloir être intelligent, vous ne pouvez pas être intelligent. C'est la souffrance de la vie qui nous rend intelligents. Hein? Si on ne le devient pas, ben, on souffre, on meurt. Hein? Plus on est dans l'intelligence de ce qui se passe, plus on a la volonté. La volonté, c'est la guerre, justement. On est en guerre contre ça, contre la condition évolutive. Voyez-vous, là?
pas contre le collectif comme tel, mais contre l'illusion de la peur. Autrement dit, ça nous insulte, ça commence à nous insulter de se faire prendre si facilement par la peur. Si quelqu'un vous insulte, vous allez être en vibration. Vous voulez partir en guerre, là, soit verbal ou physique. C'est un peu la même chose. Oui, c'est comme si on prenait en compte que cette peur qui nous maintient un peu enfermés, c'est comme des sortes d'insultes permanentes à notre liberté réelle, de certaine manière. Oui, et à notre intelligence, finalement. Parce on commence à être intelligent de ça. Ça commence tranquillement. Ça ne vient pas tout d'un coup, boum. Ça, les booms comme ça, c'est des illusions spirituelles. Ça ne fonctionne pas comme ça. On commence à être intelligent. Alors, il y a un feedback à ça. Ça commence à, wow, là, c'est assez, là. Puis là, on se fait prendre encore, puis wow. Et voilà. On sait pourquoi on souffre de ça, là. Quand on en souffre, on sait d'où ça vient. Avant ça, on n'avait pas conscience d'où ça venait, puis on ne voyait pas la mécanique. Tandis que lorsqu'on commence à être dans l'intelligence de la mécanique, du système, ça change tout. Là, on a la volonté de s'opposer à ça. On ne veut plus vivre ça. Ce n'est pas une opposition psychologique, c'est qu'on n'est plus intéressé par ça. Alors, on s'arrange pour. On voit les mécanismes ou ce qui se passe, dans le sens qu'on prend conscience, on commence à intégrer cette réalité-là. Voyez-vous? Et lorsqu'on commence à intégrer cette réalité-là, il se crée d'autres programmes qui nous permettent d'être encore plus dans l'intelligence, autrement dit, être en mesure d'observer ce phénomène d'une façon de plus en plus globale. Et ça nous amène à avoir être dans l'intelligence de plus en plus globale de la réalité systémique. Hein? Pour réellement s'éveiller, on est seul dans ça. On ne peut pas s'éveiller si on est assujetti au collectif. Impossible. Ça va ensemble. Je parle de la peur. Je ne parle pas du collectif de genre relationnel, s'isoler physiquement. On ne parle pas de ça. C'est ça que les gens ont de la difficulté avec. Il ne s'agit pas de s'isoler physiquement, il s'agit de s'isoler psychiquement. Voyez-vous? Oui, et que cette guerre, elle se fasse d'une manière psychique, parce que c'est vrai que des personnes peuvent parfois mal interpréter, de dire, je vais rentrer en guerre contre tout le monde. Ça donne effectivement ce qu'on a appelé les espèces de générations les personnes qui sont no borders, c'est-à-dire qui n'ont pas de limite, qui vont être absolument insoutenables, ou les ermites. C'est vrai qu'il faut bien qualifier ce qu'on appelle rentrer en guerre, une guerre psychique ou multidimensionnelle, de cette manière. Oui, contre la peur, contre l'ignorance, contre notre propre peur, notre propre ignorance, etc. Voir au-delà de ça. C'est une illusion. C'est des programmes. On est programmé comme ça depuis qu'on est jeune. C'est normal quand on est très jeune d'avoir peur de ne pas survivre, d'avoir besoin de ses parents, d'avoir besoin des autres pour survivre. On va faire toutes sortes de pirouettes pour ne pas être rejeté de nos parents. Voyez-vous? Ou de notre environnement, mais ça continue toute notre vie, ça. Voyez-vous, là? Même à l'âge adulte, quand un enfant atteint à 18 ans, 20 ans, 21 ans, il commence à être un adulte, là. Il ne devrait plus réagir comme ça, mais il continue quand même à réagir de cette façon-là. Il a le même besoin des autres qu'il avait quand il était très jeune avec ses parents. Voyez-vous?
le besoin relationnel, on ne parle pas du besoin relationnel. Voyez-vous? Le besoin des autres dans le sens de se rassurer avec les autres, dans le sens de la peur, du jugement des autres, etc. Le besoin relationnel, c'est différent. Voyez-vous? C'est un besoin créatif, physique même, psychique et physique. C'est des programmes très profonds. Pas pareil, là. Mais pas au prix de notre liberté. Voyez-vous? Autrement dit, le relationnel, oui, mais pas au prix de ma liberté. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui, parce que à la lumière de ce que vous avez évoqué, on voit vraiment que l'être humain sacrifie un peu tous les jours cette liberté qu'il cherche au fond sur l'autel de la peur. C'est-à-dire que ça commence, comme vous l'avez évoqué, voilà, avec la famille, quand on est un enfant. Donc là, c'est à peu près normal, parce que l'enfant, il veut survivre. Donc je pense que c'est naturel. Mais après, on le retrouve aussi dans ses relations, au travail, la peur de perdre son travail, donc de se retrouver à la rue, dans une relation. Donc on voit que continuellement, c'est cette peur-là, cette peur qui est viscérale, qui tient en fin de compte l'homme jusqu'au bout, en fin de compte. Ça, la peur d'être mal vu, jugé, hein, au niveau de son travail, ou à n'importe quel niveau. Dans sa relation avec le conjoint, etc. Toutes les relations que les gens ont sont basées sur cette part-là. Voyez-vous? Sont en relation, surtout, ce qui maintient leur relation, c'est la peur. Ce n'est pas l'appréciation nécessairement de l'autre. S'il n'y avait que l'appréciation de l'autre, là, vous avez une relation solide. Voyez-vous? Quand c'est mutuel, là. Voyez-vous? Mais quand c'est basé sur la peur de perdre, la peur de ci, la peur de ça, c'est pas une relation solide. C'est fragile. Voyez-vous? Donc cette guerre contre la peur. Oui. Ouais, en fin de compte, c'est ça. Et fondamentalement, c'est contre la peur de ne pas se lever. Autrement dit, ce qui est programmé. C'est ça le problème. Ça demeure programmé. Les enfants, quand ils naissent, ils vivent ça une bonne partie de leur vie. Ils ne peuvent pas se séparer des parents. C'est normal. Voyez-vous? C'est aux parents, finalement. Si les parents étaient plus ajustés, ben à ce moment-là, ils amèneraient l'enfant à devenir de plus en plus autonome, à se séparer de plus en plus d'eux. Pourquoi ils feraient ça? Parce qu'ils ne sont plus dans la peur du rejet. Ils ne sont plus dans la peur de l'abandon. Les parents. Voyez-vous? Les parents, je parle, là, qui sont éveillés. L'enfant ne leur appartient pas. L'enfant s'appartient. Il faut qu'il apprenne à s'appartenir. Voyez-vous ce que je veux dire? Et les parents, ce n'est pas ça qu'ils font. Les enfants leur appartiennent. 50 ans, puis là, les parents, ils ont... La personne de 50 ans appartient encore aux parents. Tu sais? Elle est vue comme une petite fille ou un petit garçon. Ça ne marche pas, ça. Non? Puis cette personne-là va se laisser faire, va se laisser... c'est normal pour elle. C'est de l'amour. Et puis même les parents, ils vont quelque part, il y a une justification. S'ils vont dire, bah oui, mais j'ai fait ça parce que j'ai peur pour lui ou j'ai peur pour elle. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est basé sur la peur. Voyez-vous? Ils l'ont élevé dans la peur. Donc, ils ne l'ont pas rendu autonome. Des parents qui sont assujettis à leur peur individuelle, ils ne peuvent pas rendre leur enfant autonome. Ils ont trop peur de quelque chose. Que l'enfant hérite de ça. C'est ça le psychogénétique
héritent de ce psychogénétique-là durant leur évolution de 0 ans à 18 ans, whatever, et plus. Voyez-vous? Et puis, il y a effectivement le côté où l'être humain va un peu marchander sa liberté sur le tête de la peur pour garantir sa survie. On a vu ça avec le milieu familial. Mais il y a aussi le milieu social. Il y a aussi, d'un point de vue gouvernement, les États. Il y a aussi un peu ça derrière. C'est, voilà, je sacrifie une partie de ma liberté parce que l'État va garantir une certaine sécurité ou un certain cadre. Ouais, ça, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Voyez-vous? Il peut y avoir de la peur là-dedans, c'est évident. De la même façon que... on peut le vivre sans peur ou on peut le vivre avec la peur. Voyez-vous? Une personne qui est éveillée, elle va s'ajuster aux normes de la société, même si elle n'est pas d'accord. Pas le choix. Les lois sont... Elle n'est pas pour s'envoyer à 200 km/h parce qu'elle veut se sentir libre. Elle n'a pas besoin de se sentir libre, elle est libre. Elle est capable justement de faire attention aux lois, aux règlements d'une société, dépendant de la société. Voyez-vous? Il y a des gens qui voyagent dans d'autres sociétés, d'autres cultures, qui ne font pas attention à ça. Voyez-vous? Ils ne sont pas en mesure de respecter les lois de ces pays-là, de cette culture-là, les règles, la culture, etc. Voyez-vous? Ça cause des clashs. Ça, c'est des gens qui ne sont pas libres. Ils ont besoin de se sentir libres, comme ça, en défiant, etc. Et là, ils sortent comme... ils sont remarqués, disons. Puis ils vont avoir le feedback, donc ils vont en souffrir. Oui. Mais c'est vrai qu'on voit, on entend parler de ces histoires de des personnes qui vont dans des pays où les normes ou les lois sont complètement différentes. Et on a l'impression qu'ils vont chercher ce clash. Ils vont chercher le fait de défier les autorités. Mais d'où ça vient, du coup, cette volonté d'imposer, cette fois-ci l'inverse, d'imposer une sorte de liberté? Ça provient d'une absence de liberté réelle. Ils ont besoin de se sentir libres. Se sentir libre réellement, c'est deux choses différentes. Voyez-vous? Une personne qui fonctionne à travers une conscience involutive a toujours besoin de se sentir libre. Voyez-vous? Elle va agir dans d'autres pays, dans d'autres cultures, comme dans son pays. Les Américains sont notoires pour ça. T'sais? Québécois aussi, et Canadiens sont notoires pour ça. Ils vont aller dans d'autres pays. Là. Bon, on est chez nous ici. Ouais, mais tu tiens compte de la culture ambiante, là, sans ça, tu vas avoir des feedbacks. Ça va être violent, les feedbacks aussi, les retours. Ça, c'est une liberté, c'est un besoin de liberté psychologique, ça. C'est parce que les gens ne sont pas libres. Une personne qui est réellement libre, éveillée, n'a pas besoin de se prouver comme ça. Voyez-vous? Elle est libre, point final. Elle est en mesure de s'adapter parce qu'elle est libre, justement. Voyez-vous, là? C'est là où on revient justement à ce qu'on évoquait. On disait que c'est une guerre psychique en soi et pour soi, et qu'à partir du moment où c'est une liberté qui est obtenue, il n'y a pas besoin de faire des esbroufs, de crier, de dire voilà, moi je suis libre, et ce, peu importe où je vais dans le monde, où là on sent qu'il y a un complexe, quoi, qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais. Et ça se bâtit graduellement, comme j'expliquais tout à l'heure, à travers des intégrations. C'est quoi les intégrations? C'est que la personne prend conscience lorsqu'elle manifeste sa peur, okay? Lorsque cette peur-là prend une forme quelconque, qu'elle en prenne conscience. Voyez-vous? Plus elle va en prendre conscience par elle-même, en temps réel, même si elle s'est fait prendre un peu dedans, plus elle intègre. Autrement dit, elle voit pourquoi, elle observe pourquoi elle s'est fait prendre. C'est comme ça
elle intègre tranquillement parce que c'est sa propre expérience, là, sa propre conscience qui observe ce phénomène-là. Elle a beau entendre ça ou comprendre ça, tant qu'elle ne le vit pas de cette façon-là, de façon autonome, autrement dit, qu'elle-même le constate, elle ne peut pas intégrer. La connaissance seulement, ce n'est pas de l'intégration. Les gens méprennent ça. L'intégration, ça se fait tranquillement, pas vite. Les gens pensent que ça se fait rapidement. Ils n'ont aucune notion de la réalité qui les englobe, de la réalité évolutive, de la réalité des mécanismes profonds qui l'empêchent d'être libre. Aucune. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un apprentissage graduel. Donc, il faut que la personne le constate par elle-même, et tous les jours, et à chaque fois que ça arrive, le plus possible. C'est comme ça qu'elle finit par développer un sens tellement aigu de cette réalité-là qu'elle ne se fait plus englober. Là. Elle devient libre. Elle devient libre de cette peur liée au collectif. Autrement dit, elle devient individualisée. Autrement dit, elle prend la responsabilité de sa solitude. Solitude dans le sens de ne pas être liée de cette façon-là au collectif. Pas être liée par la peur. On peut avoir un lien avec le collectif vibratoire. Il n'y a pas de peur là-dedans. On apprécie la société dans laquelle on vit, ou certaines parties, certaines facettes de la société, ou du collectif, mais c'est pas la même chose. Oui, il faut vraiment que... Pardon? Oui, pardon. Oui, il faut vraiment que cette connexion, ce contact avec la société soit basé sur une véritable liberté. Et il ne faut pas qu'il y ait la moindre peur. Comme il ne faut vraiment pas que ce soit quelque chose qui soit derrière. Une liberté réelle. Une véritable liberté, c'est psychologique. C'est polarisé. Voyez-vous, là? Voyez-vous comment on parle des fois, là? On parle d'une façon psychologique sans s'en rendre compte. Et si on ajuste notre façon de parler, on dirait, bon, une liberté réelle. Ah, c'est plus... On distingue plus, là. Voyez-vous? Tandis qu'une véritable liberté, c'est psychologique, dans le fond. Voyez-vous, là? Subtil. Justement, on pourrait continuer sur cette justement subtilité entre une liberté véritable et une liberté réelle, du coup. Ce que vous entendez derrière. Lorsqu'on emploie des termes comme vérité, mensonge, c'est polarisé, donc c'est psychologique. C'est une vision de la réalité qui est polarisée. Et lorsque vous l'utilisez, vous maintenez ou vous polarisez votre mental. Tant que vous ne prenez pas conscience de ça, vous continuez à polariser votre mental. La parole a un effet. Les gens pensent, ben non, on emploie un mot. Ouais, mais il y a un concept derrière le mot. Il y a une réalité derrière le terme. Voyez-vous? Si on emploie tout le temps les termes vérité, mensonge, bababi, bababa, le bon, le mauvais, le ci, le ça, on est dans une conscience polarisée, donc une conscience psychologique, parce que la conscience psychologique, c'est une conscience polarisée. Une conscience réelle, une conscience systémique est dépolarisée. Donc, elle va remarquer plus facilement si une personne, par exemple, comme moi, utilise un terme polarisé, elle va tout de suite corriger. Qu'à force de corriger ça, on ne l'emploie plus. On a trop conscience.
du terme qu'on emploie. C'est ça qui crée la vibration dans la parole. Tu sais, les gens parlent souvent de ça. Ah, il y a une vibration. Bon, mais c'est ça, la vibration. Lorsqu'on n'utilise pas des termes polarisés, des termes psychologiques, une conscience, finalement, ce qui supporte une conscience psychologique, il y a une autre vibration. Les gens ne le voient pas, ça, mais ils sentent la vibration, que c'est différent. La personne parle de façon différente. Pourtant, elle emploie des mots que les gens emploient, mais d'une façon différente. Oui, c'est vrai qu'on a... Oui. Allez-y, pardon. Non, ça va. Oui, non, justement, je rebondis sur le fait que c'est vrai qu'on avait évoqué ça dans d'autres vidéos, il me semble, la précédente ou celle d'avant, où souvent les personnes vont dire, voilà, c'est pas bien important, ce qui est important, c'est le fond, mais c'est pas la forme. Mais là, on voit bien que la forme est extrêmement importante si elle est porteuse d'une vibration, d'un concept spécifique. C'est ça, exactement, de la vibration. La vibration étant la vibration évolutive, si vous voulez, ou la vibration évolutive. On peut appeler ça comme ça. Voyez-vous? Il y a une différence. Et c'est dans la parole, comment vous parlez, comment vous vous exprimez, qui va faire la différence. Si une personne s'exprime tout le temps dans des thèmes polarisés, dans des concepts évolutifs, c'est évident qu'elle ne peut pas se libérer de ça. Si elle parle tout le temps, par exemple, du collectif d'une certaine façon, ou son concept du collectif, même si on lui explique, là, est basé sur son lien physique avec les autres, vraiment, et non son lien psychique avec les autres, tant qu'elle ne réalise pas que son lien avec les autres, c'est un lien de peur, vraiment, qu'elle réagit tout le temps, et elle souffre de ça. Elle souffre de sa peur du jugement des autres, elle souffre de sa peur du rejet des autres. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en mesure d'assumer son identité, son individualité, voyez-vous? Sa solitude en rapport avec les autres. Elle a toujours besoin des autres. Voyez-vous? D'une façon émotive, donc d'une façon dans la peur de ne pas survivre, justement. Autrement dit, elle a peur, si elle n'est pas supportée par les autres ou elle est jugée par les autres, elle a l'impression de ne pas être en mesure de survivre. C'est la panique totale. Ou un peu ou beaucoup. Ça dépend des gens. N'ayant jamais assumé la responsabilité d'elle-même, d'être seule, autrement dit, être seule dans le sens de ne pas être influencée par le jugement des autres à travers la peur du jugement des autres. Et voilà. Subtil. Et puis on voit dans l'exemple, effectivement, si on met les deux personnes, des personnes qui sont ultra attachées au collectif, ou des personnes justement qui vont dire ah non, mais moi je veux absolument m'en éloigner, je les aime pas. C'est là où on voit en fin de compte les deux polarités. On voit qu'en fin de compte, c'est le même lien à la peur, sauf des gens qui vont être extrêmement attachés, ou des gens qui vont se vouloir extrêmement détachés, mais c'est sur une même ligne de peur, juste avec des polarités différentes. C'est ça. Il y a des gens qui s'isolent, j'en ai en consultation des fois, ils vont s'isoler, mais ils sont dans la peur du rejet et de l'abandon. Mais c'est pour ça qu'ils s'isolent, justement, pour ne pas vivre le rejet des autres. C'est tellement fort chez eux qu'ils sont obligés de s'isoler. Il y a un paradoxe, là. Voyez-vous? C'est quelque chose qui ne marche pas, là. Puis ils en souffrent aussi, éventuellement, de ne pas être en contact avec les autres. Voyez-vous? Mais ils s'isolent par peur du rejet des autres. Voyez-vous? Okay, ils agissent d'une certaine façon. La plupart de ces gens-là vont agir
comment je dis, à l'encontre du collectif, dans le sens de la norme collective, de la façon de penser du collectif. Fait qu'ils se font rejeter. Allez, bon, t'es folle, quoi? T'es fou, là? T'es malade dans la tête, Ils vont juger, là, tu sais, parce que la personne a des idées différentes. Allez-vous? Fait qu'elle se fait rejeter au bout. Fait qu'elle s'isole pour plus vivre ça, éventuellement. Mais elle ne peut pas faire autrement qu'être différente. Voyez-vous le dilemme, là? Elle est pognée entre l'écorce et l'arbre, là. Ses programmes fondamentaux ou sa tendance, c'est d'être différente. Autrement dit, une tendance vers une certaine liberté d'agir, mais elle est encore pognée par sa peur du rejet des autres. Voyez-vous, là? Fait qu'elle s'isole. Puis là, elle en souffre. C'est pas une solution, hein? Et c'est là, on voit dans ce détail au niveau de subtil, la différence entre justement une liberté véritable et une liberté réelle, justement, où la personne s'illusionne en s'éloignant, alors qu'en fait, elle est poignée complètement dans son rapport et dans sa sensibilité extrême au contact et au rejet de l'autre. C'est l'exemple. Ouais. Et dans la continuité de ce que vous aviez évoqué précédemment sur cette partie un peu conquête de cette liberté, et vous aviez appuyé aussi sur le fait qu'il faut que la personne, en plus dans cette conquête, elle aille un peu sur ce qu'on pourrait appeler le champ de bataille de sa conscience. Cette conquête, elle peut que se passer quelque part par l'intégration, du coup. Cette conquête de cette liberté. Elle peut que se passer par l'intégration, du coup. Ah oui, c'est évident. Oui, il s'agit pour la personne de vivre l'expérience. Autrement dit, quelle expérience? De prendre conscience de ce que je parlais tout à l'heure, de prendre conscience que là, elle subit sa peur. Voyez-vous, elle subit sa peur du jugement des autres ou whatever, du rejet des autres. C'est une anticipation, hein? C'est pas un rejet comme tel nécessairement. C'est la peur de. Donc, c'est une anticipation. Voyez-vous? Lorsqu'elle en prend conscience de ça, même si elle l'a vécu pendant un certain temps, là, elle commence à intégrer. Ça n'a pas d'importance où. Voyez-vous? Au début, c'est après, mais elle intègre quand même dans le sens qu'elle en prend conscience. Aussitôt qu'elle en prend conscience, ça arrête. Ça peut recommencer. Mais là, c'est une opportunité pour elle d'intégrer encore plus. Voyez-vous, là? Puis il y a des gens qui se plaignent de ça, ben là, ça recommence. Ben oui, c'est normal, c'est des automatismes. C'est une opportunité pour intégrer encore plus. Ben voilà. Mais les gens ne voient pas comme ça. Je suis obligé de leur expliquer. C'est une opportunité. Plus vous faites pogner, plus c'est une opportunité. C'est graduel. Alors, et finalement, éventuellement, vous en arrivez au point zéro, dans le sens en temps réel. C'est quoi en temps réel? C'est lors de la mise en vibration. Là, vous ne vivrez plus la peur, vous allez vivre une mise en vibration. Bon? Ce que vous allez ressentir ne prendra pas de forme. Ça n'aura pas le temps. Vous allez être trop intégré. Aussitôt que vous allez avoir la mise en vibration, vous allez savoir ce qui se passe. Si vous êtes en conscience de ce qui se passe, ça n'a plus d'impact sur vous. Ça devient de l'énergie indifférenciée, ça se transmet tout seul. Ça se transmet parce que vous le constatez, vous êtes dans l'intelligence qui se passe. C'est le même principe qu'en physique quantique. Aussitôt qu'il y a un observateur ça a un effet sur la particule. Ça a un effet. C'est quoi l'observateur? C'est de la conscience. Donc, la conscience a un effet sur la matière ou sur la matière subtile. Même chose. Parce qu'au niveau quantique, c'est de la matière subtile. Là. C'est l'infiniment petit. Là. Ça ne fonctionne plus de la même façon. C'est pour ça que les gens, même les scientifiques ont de la difficulté à cerner la réalité quantique. C'est l'infiniment petit, puis on parle
on est au niveau des probabilités. Là. Il y a plein de choses qui se passent qui sont difficiles à comprendre ou à savoir pourquoi ça se passe de même. T'sais. Il y a vraiment cette force, ouais, on en parle souvent, c'est vrai, de la conscience. Avoir vraiment conscience de ces phénomènes-là, conscience de cette peur et conscience du fait que, étant assujetti à cette peur-là, on n'est pas vraiment libre, enfin pas totalement en tout cas. Ouais, ouais. Et dans la continuité, parce que c'est vrai que parfois on va dire que les personnes qui vont polariser cette notion de liberté, c'est vrai qu'il y a aussi, on l'avait évoqué, ce côté solitude. Je pense que c'est important de requalifier aussi que au début, c'est bien d'être accompagné par des personnes comme vous, justement, sur cette prise en conscience. Que les personnes ne se disent pas forcément, liberté, c'est accepter ma solitude, donc ça veut dire que je peux atteindre cette liberté solo dans mon coin sans avoir accès à des... Le problème, c'est qu'il faut que la personne sache qu'est-ce qui se passe. Autrement dit, il faut qu'elle puisse l'observer par elle-même, l'intégrer. Ça, c'est pas évident. Elle peut avoir la connaissance qu'elle veut, mais pas avoir beaucoup de difficultés à l'intégrer ou pas, pas être en mesure de l'intégrer du tout. C'est très subtil à ce niveau-là. L'observation en temps plus ou moins réel, là, parce qu'il peut y avoir des laps de temps par la suite, il faut avoir une certaine expérience, voyez-vous, d'observer ce phénomène-là. En consultation, les gens développent cette capacité d'observation à travers l'observation de choses subtiles. Un peu comme on parlait tout à l'heure, parler de la véritable liberté. Voyez-vous? Alors ça, c'est un automatisme d'utiliser un terme comme ça. Voyez-vous? Si vous prenez conscience ou si la personne prend conscience de l'automatisme, à ce moment-là, lorsqu'on lui indique, à ce moment-là, elle est en observation de quelque chose. Tout à l'heure, vous étiez en observation de que le terme était polarisé. Voyez-vous? Alors, plus vous allez regarder ça comme un automatisme, et lorsque une personne vous fait voir, à ce moment-là, si vous n'êtes pas en mesure de le voir, à ce moment-là, vous apprenez à observer ce phénomène-là. Vous apprenez à observer. Et éventuellement, vous allez en arriver à observer des phénomènes plus subtils. Parce que vous avez développé une capacité d'observation subtile. Autrement dit, des automatismes, etc. Mais une personne qui est dans la peur, elle ne peut pas observer ça. Très difficile. Oui, c'est ça, c'est qu'elle n'est pas en capacité de pouvoir justement observer, donc neutraliser ou atténuer le phénomène et y arriver dans une intégration, quoi. Et non seulement ça, c'est qu'elle est dans la peur du vide que crée une façon différente de fonctionner qu'elle appréhende. Elle n'est pas en mesure de dealer avec la peur. Des gens mentionnent ça des fois. La peur du vide, la peur d'autres choses qu'ils ne connaissent pas. Voyez-vous, là? Ça les bloque, ça. Mais c'est toujours la peur qui les empêche. Là. C'est la même peur. Ça provient de la même source que la peur du jugement, par exemple, etc. Voyez-vous? Et en parlant justement de la continuité du vide, et dans cette quête qu'a l'être humain de liberté, on a déjà abordé ça dans plusieurs vidéos, mais c'est intéressant aussi dans la continuité celle-ci. L'être humain libre, qu'est-ce qu'il fait de sa liberté? Il va dans la création, il va dans la connexion avec d'autres êtres humains. Ça se caractérise par quoi une petite communauté d'êtres humains libres? Premièrement, il en jouit de sa liberté. Il y a la paix. Puis quand il n'y a pas la paix, il s'arrange pour avoir la paix. Et ensuite, il va découvrir, si vous voulez,
les aspects fondamentaux de la réalité systémique en lui, dans le sens son besoin relationnel, son besoin créatif, etc., il devient automatiquement plus créatif. Hein? Il a la capacité de créer des relations basées sur l'appréciation des autres pour lui et les autres en fonction de sa capacité à les apprécier. C'est pas basé sur la peur, c'est basé sur la qualité du relationnel ou les facettes du relationnel, la qualité des facettes du relationnel avec les autres. Fait que s'il n'y a pas cette appréciation-là, s'il n'y a pas de qualité, ben à ce moment-là, il n'est pas intéressé. Tout simplement. Ben, il n'y a pas de perte d'énergie. S'il le fait, il y a de la perte d'énergie. Des fois, on n'a pas le choix. Là. Dans le sens qu'on est en contact avec des personnes qui sont pas éveillées encore, etc. En autant qu'il y a une tendance à s'éveiller, à ce moment-là, ben, ça va. Ça devient, des fois, c'est pénible, mais ça vaut quand même. En autant qu'il y a progression. Ben, s'il n'y a pas de progression, si c'est stagnant, là ça ne marche plus. Ben, il y a un manque d'intérêt. Et ce qui est assez intéressant dans votre définition justement de cet usage de la liberté, enfin de la personne qui est réellement libre, bah, on a l'impression que c'est un peu ce que tout le monde cherche, enfin des relations où les choses sont simples, sont fluides, sont naturelles, sans surattache. On a vraiment quelque chose qui semble en fait un peu limpide dans tout ça. Il n'y a rien de bien fou. Oui, tout le monde recherche ça, mais tout le monde en même temps a des automatismes qui empêchent ça. C'est ça le problème. Alors, il s'agit de prendre conscience de ces automatismes-là, d'être dans l'intelligence de tout ça, de ce qui détruit, si vous voulez, notre paix relationnelle ou autre. Voyez-vous? En autant qu'on est dans l'intelligence de ça, qu'on commence à l'intégrer, on commence à se libérer. Et donc, pour être libre, c'est ça. C'est rentrer dans une sorte, vous l'aviez évoqué, de conflit, de guerre contre cette peur et contre tout ce qui peut empêcher cette simplicité quelque part. Mais, mais on doit l'identifier en premier lieu. Une fois que c'est identifié, ben là, c'est évident que ça ne fonctionne plus. Là. On n'accepte plus ça. On ne peut plus accepter ça. Quand on ne peut plus accepter ça, que là, ça clenche. Mais pour ne plus accepter cette condition involutive-là, il faut être dans l'intelligence de ce qui se passe.